Bonsoir à tous. Il empêche les tyrans de dormir. Son arme, un micro et de la musique. Dans son discours, l'éloge cède la place à la vérité. Depuis des décennies, sa voix et sa plume résonnent dans le monde. Père de la génération consciente, chante de l'humanisme, ennemi de l'injustice. Il est le capitaine des rythmes et des sons qui éduquent et percutent. Claude Siard à Dakar, Claude Siard dans Belle Ligne. Un plaisir de l'accueillir ici. Il est chez lui, mais on l'accueille également. Claude Siard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci infiniment de me recevoir. Je suis très heureux. Merci pour ces quelques mots. Et merci également de permettre à nos identités, à nos cultures, à notre parole, justement, de circuler grâce à ce média et grâce à cette jeunesse qui constitue aussi bien la radio que la télévision. Mais exactement, quand on dit Claude Siard, on pense un peu non seulement à la patience, à la persévérance, à l'endurance. Pourquoi ce triptyque-là vous définit ? Parce que l'important dans la vie, c'est d'être constant. C'est d'avoir en soi la passion, la raison et le sens des responsabilités. Et parfois, des femmes et des hommes qui font le métier qui est le nôtre, à nous deux, eh bien, oublient ça. Ne voient parfois que leur passion. Ne voir que sa passion, c'est égoïste, c'est égocentrique, parce que nous sommes à un moment de notre histoire où nous avons besoin, alors certains diront de nous reconstruire, mais moi je préfère employer le terme de construire. Nous sommes en train de nous construire parce que nous ne serons jamais ce que nous aurions pu être s'il n'y avait pas eu les épisodes d'esclavage et de colonisation. Nous sommes des êtres nouveaux et on va apprendre à vivre avec notre passé, aussi lourd soit-il, mais surtout avec nos espoirs, avec nos talents, avec tout cela. Et c'est, je le dis en souriant parce que moi je suis confiant en l'avenir. Mais pour être confiant en l'avenir, il faut qu'on soi-même, on soit certain de qui nous sommes et de ce que nous voulons pour nous, pour nos enfants, pour les générations futures, pour notre continent. La passion au service un peu de l'humanisme qui n'a pas de frontières. Vous aviez parlé un peu d'avenir, de conscience, mais le présent, Claude Siard, est encore étouffant. Votre engagement à travers, par le canal de la musique est reconnu par tous. Actualité, je suis journaliste, vous êtes animateur, nous sommes dans le milieu du journalisme. On a vu l'épisode récent qui s'est passé au Cameroun, votre engagement sur les réseaux sociaux a été salutaire. Comprenez-vous à ce stade actuel que des hommes qui se battent pour la liberté d'expression, pour l'information, soient tués, avec, même c'est un euphémisme, soit, voilà, on parle avec un peu de l'eau dans notre bouche. Ça nous fait mal, Claudie. Une société qui est capable de tuer des individus parce que leur rôle est d'éduquer et parfois de dénoncer, dans une société qui est malade de ses élites, malade aussi de ses citoyens qui ont parfois de très mauvais comportements, lorsqu'on est capable d'une telle barbarie, parce que effectivement, on aurait pu entendre « il a été tué ». On l'a retrouvé, il a reçu une balle, on l'a tué, ou ne jamais retrouver son corps. Le fait que l'on ait retrouvé son corps, mutilé, torturé à un point, on est dans l'inhumanité la plus extrême. Cela veut dire qu'on est dans une société où règne la barbarie. Et à quelle fin ? Et c'est toute la question. À quelle fin ? À des fins donc forcément égoïstes, à des fins de pouvoir absolu, à des fins où ces puissants sont persuadés qu'ils ont droit de vie et de mort sur les petites gens, sur les manants, sur la plèbe, et que personne ne dira rien parce que justement nous sommes puissants. J'ai entendu des commentaires de gens qui soutiennent les accusés. Moi je ne prononce jamais leur nom parce que je laisse la justice, en tout cas la gendarmerie et la police qui mènent une enquête conjointe. Même s'il y a eu des aveux, j'attends que l'on nous donne le résultat de cette enquête et qu'on nous dise voilà exactement qui et quoi, comment. Et donc, j'ai entendu des femmes et des hommes défendre l'indéfendable, justifier l'injustifiable, ne pas avoir un mot pour celui que l'on a supplicié parce qu'il osait parler. Et entendre des gens dire oui, mais comment quelqu'un qui n'avait rien, qui gagnait 3 francs 6 sous, peut s'en prendre à un milliardaire? Ça veut dire qu'on est dans une civilisation où ce que vous représentez socialement, l'argent que vous avez sur votre compte en banque est plus important que votre moralité. C'est terrible.
C'est terrible. Et c'est pour ça que je me suis élevé, toujours en étant très mesuré sur mon propos, c'est-à-dire, je ne suis pas citoyen camerounais, mais je suis, comme vous le disiez très justement, je suis un citoyen du monde, Oui. je suis un universaliste, Ouais. je suis un panafricaniste qui regarde le monde à 360 degrés, et un crime perpétré de cette façon-là, qu'il soit perpétré au Cameroun, en France, en Australie, au Gabon ou en Argentine, j'aurais la même réaction. Il faut que justice soit faite. Oui, oui, mais parce que ça veut dire que c'est une société qui est malade. Et si chaque citoyen ne se dresse pas face à ça, quelle que soit sa sensibilité politique, ça veut dire qu'il accepte que sa société dysfonctionne et qu'elle dysfonctionne tout en perdurant. Mhm. Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'aimez pas vos enfants. Ça veut dire que vous n'aimez pas vos petits-enfants, vous n'aimez pas les générations futures. Ça veut dire que vous n'aimez pas votre pays. Vous n'aimez... Vous savez, moi je ne supporte pas les gens. Pour moi, c'est la pire des choses, les gens qui sont obséquieux avec les puissants et méprisants avec les petits. Ouais. Je ne supporte pas ça. C'est insupportable pour moi. C'est l'injustice, en fait. C'est l'injustice à son paroxysme. Ouais. Mais on parle d'un pays avec un président qui est là depuis 1982. Oui. Un acte moyenâgeux, non? Le désir de permanence au pouvoir jusqu'à maintenant. Toutes celles et tous ceux qui sont autour, qui souhaitent la conservation d'un type de système, Hmm. qui souhaitent prendre le pouvoir après que le monarque ait ou passé la main ou qu'il décède au pouvoir. Hein. Je ne souhaite pas au président Biya de décéder, évidemment, mais enfin c'est le lot de tous, nous naissons et nous mourrons. Forcément. Ça veut dire qu'ils ne veulent qu'une chose, la conservation du pouvoir, c'est avoir la main dans la caisse. C'est ça en réalité. Tout est motivé par l'argent. Ce n'est pas motivé par l'envie de faire du pays, du dit pays, alors on parle du Cameroun pour du Cameroun, mais Ouais. on pourrait parler d'un Non, autre mais pays. forcément. Voilà, de faire de ce pays-là l'un des phares du monde. Mon problème aujourd'hui avec l'Afrique en général, c'est que je ne connais pas de chef d'État dont la préoccupation première est de faire du pays un pays leader à travers la planète et capable de rivaliser avec n'importe quel autre pays du monde. Alors, on parle beaucoup de Poutine en ce moment, Ouais. à la faveur ou la défaveur d'une guerre en Ukraine. Je n'ai pas envie de me prononcer forcément sur ça, mais Poutine n'a qu'une envie, et depuis le début, c'est la grandeur de la Russie. Son combat, c'est ça, c'est la grandeur de la Russie, et que la Russie redevienne ou devienne la plus grande nation au monde, ou l'une des 3 grandes nations au monde. C'est ça son projet. Ouais. En Afrique, je ne connais pas de chef d'État qui ait un jour déclaré ça. Je veux que mon pays soit l'une des plus grandes nations de cette planète. Je veux éduquer, donner la meilleure éducation à mon peuple. On voit bien que l'analphabétisation a reculé en Afrique. Ouais. Mais la qualité de l'enseignement a chuté, Ouais. et partout. Et c'est souvent une volonté politique. Les populations sont malades de leurs dirigeants, c'est ça. Oui, oui, c'est un Il problème. y a un fossé énorme entre les populations, le vœu ardent des populations, Oui. de cette jeunesse consciente Oui. qui tranche un peu avec les intérêts des dirigeants. Oui, 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 parce qu'on est dans des pouvoirs égoïstes, on est dans des pouvoirs égocentriques, on est face à des gens qui, pour moi, ont en eux des résidus de ce complexe du colonisé. Et on voit bien que bon nombre de dirigeants ne voient leur valeur que dans le satisfecit des Occidentaux. Lorsque des gouvernants occidentaux, ou la Ouais. Banque mondiale, ou le FMI, c'est très bien ce que vous Ouais. faites, très bien, ils sont heureux. Ouais. Alors que les décisions qu'ils prennent font du mal à leur population. La seule chose qui devrait compter pour un dirigeant sur notre continent, c'est d'avoir la satisfaction des populations. On dit, vous êtes un bon président. Et si à l'extérieur on dit de vous, que vous n'êtes pas un bon président, vous dites, mais moi je ne suis pas votre président, je suis le président de mes concitoyens. Voilà. Et en cela, on est encore dans des formes de complexes. Et ça, c'est terrible parce que c'est dévastateur en réalité. C'est comment est-ce que l'on va sortir de ça? Et qui est capable d'être le président en Afrique locomotive pour dire, regardez, on peut faire autrement, on peut vivre autrement, on peut fonctionner autrement, on peut enfin s'émanciper réellement. Les Occidentaux ne s'opposeront jamais à l'émancipation réelle de l'Afrique. Mais aujourd'hui, et parfois je pense souvent à mes collègues panafricanistes, que je soutiens toujours parce que le combat est tellement rude Ouais. qu'il ne faut pas se diviser. Et parfois, je leur en veux lorsqu'ils attaquent d'autres panafricanistes sur les réseaux sociaux. Et je leur dis, vous êtes souvent en train de dépenser votre énergie à vociférer contre la France, contre l'Occident, contre... Oui, il faut dénoncer ce qui doit être dénoncé.
mais votre énergie doit être utilisée à construire, à bâtir. Local. C'est ça qui est important. L'enracinement d'abord. Et qu'importe ce que l'autre pense de nous, je ne veux pas donner raison à celui qui voudrait me voir ou qui pense que je suis comme il m'imagine dans sa tête. Se laisser définir par le regard de l'autre. Mais oui, exactement. Je ne serai jamais dans le regard de l'autre ce qu'il pense que je suis ou ce qu'il voudrait que je sois. Je suis moi. Je suis moi. Et je dis souvent aux panafricanistes, si vous vous attardez autant sur l'ancienne puissance coloniale, c'est que vous avez encore un problème à régler. Parce qu'il y a de l'auto-victimisation. Mais évidemment. On parle toujours, on pointe du doigt à la colonisation et de l'esclavage. Moi, je me rappelle un peu des mots de Sartre, Jean-Paul Sartre. L'important, ce n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Exactement. C'est exactement ça. Alors, moi, comme vous le savez, je suis par exemple le premier en France, en 93, à avoir organisé une marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Oui. Il y avait une démarche, pour moi, une démarche éducative, et que cette France, qui était déjà dans un repli identitaire, dans un refus d'une frange de sa population, que cette France puisse comprendre que l'esclavage d'hier, son abolition, sa seconde abolition en 1848, la loi de départementalisation pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion le 19 mars 1946, eh bien, de tous ces épisodes tragiques de l'histoire, il restait encore toutes les discriminations et tout le racisme que nous subissons. Et dire que cette histoire-là explique ce que nous vivons au présent, le passé très présent, comme je le dis souvent. Et que donc on peut trouver un autre modèle de société si on se regarde autrement, si la France arrête de se refuser à elle-même. C'est pour ça que je l'ai fait. Et puis il y avait un devoir de mémoire, parce que bon nombre d'Afro ne connaissaient pas leur histoire. Donc, je dis toujours, je me saisis toujours de l'histoire, je convoque le passé pour comprendre le présent, pour savoir quel type d'avenir nous souhaitons ensemble, mais je ne veux jamais être prisonnier du passé. Être prisonnier du passé, ça nous empêche d'avancer. Oui, il ne faut jamais être passéiste. Parlons de l'histoire, de l'Occident, de la France pour être plus précis. Pourquoi la France a un problème avec son histoire? Illustration avec la sortie du film d'Omar Sy, Tirailleurs, une polémique insensé, c'est un commentaire personnel. Vous l'avez vécu de l'intérieur. Expliquez-nous. Tout simplement parce que vous avez encore dans les imaginaires de certains, et c'est très inconscient, hein, sauf chez les gens d'extrême droite, mais cet imaginaire où nous sommes le camp des dominants. Nous sommes des dominants. Et lorsque vous avez quelqu'un qui est français, mais qui est noir, et qui... Quand même, la France lui a tout donné. La France n'a rien donné à personne. Ça veut dire, oui, mais ça veut dire mais pourquoi ce discours? Mais parce qu'elle ne vous reconnaît pas comme étant réellement des Français. Il y a cette expression français de souche. Et français de souche, pour beaucoup, ce sont les vrais Français et pas les Français naturalisés ou dont les parents sont issus de l'immigration. Est-ce que Nicolas Sarkozy, par exemple, qui fut président de la République française, son origine est hongroise? Est-ce que de lui, on dit qu'il n'est pas français de souche? Non, on ne le dit pas. En réalité, français de souche veut dire français blanc. Et lorsqu'on n'est pas blanc, eh bien, on est souvent condamné à être issu de l'immigration à perpétuité. Vous êtes noir, vous êtes forcément issu de l'immigration. Et ce qui conforte cette règle-là, c'est pour les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais de dire « Ouais, mais vous, c'est pas pareil, vous êtes d'outre-mer. Donc vous, l'outre-mer, c'est pas pareil. » En réalité, c'est une façon de dire « Bon, ceux-là, on les accepte, mais les autres, en tout cas, pour nous, ce sont les étrangers, ce ne sont pas des Français comme les autres. » Et c'est ce que la polémique dit à Omar Sy. Elle lui dit « Mais comment? Est-ce qu'on aurait, si Omar Sy avait été blanc, est-ce qu'on lui aurait dit ça ?» Parce qu'on dit « Mais la France t'a tout donné. » Non, on ne lui aurait pas dit ça. On lui dit ça parce que comment il ose, lui, noir, alors que le film... À aucun moment le film n'est dans une revanche. À aucun moment le film est accusateur. À aucun moment. C'est l'histoire d'un père et de son fils. On devrait même dire de deux pères et de le général qui n'accorde pas de crédit à son fils, qui pourtant est un officier et qui va aller jusqu'au sacrifice ultime pour prouver à son père que c'est un bon soldat, et le père qui s'enrôle dans la guerre parce qu'on a enrôlé de force son fils et qui va essayer de le sauver et qui va donner sa vie pour ce fils-là. Et cette histoire, c'est une histoire universelle. Et plutôt que d'être dans des polémiques, les gens auraient dû aller voir le film et comprendre que c'est une histoire universelle. Et puis, ce sont ces gens qui ont donné, contraints et forcés, qui ont donné leur vie à la France, avant, pour les survivants, d'être renvoyés dans leur servitude coloniale. On se rappelle du massacre de Thiaroye de 1944. Là, pour la Seconde Guerre mondiale. Forcément. Là, ouais.
Mais pourtant, l'équipe de France supporte Mbappé, Oui, 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 célèbre mais encore une quand fois, il y a les des Bleus gens. remportent la Coupe du Monde. Oui, mais il y a des Et gens, pourtant, c'est métissé. mais il y a des gens qui vous diront, euh, ce n'est pas possible que c'est pas ça la France. Ah oui. Ils vous diront parce qu'il y a trop de noirs ou trop de métis. Ce n'est pas ça la France. Et lorsque vous dites aux gens, ok, j'entends ce que vous dites, mais moi je vais vous donner une autre raison à cela. Et là on va en venir à l'histoire. Vous dites la diversité de la population française, je dis bien pas de l'équipe de France, mais la diversité de la population française, c'est la somme de son histoire. Quelle est-elle cette histoire? Esclavage, colonisation, déportation. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il n'y a plus de couleur de peau, ni de religion, ni d'ethnie pour être français. Et lorsque l'on vous dit, on vous oppose cette idée que la France serait judéo-chrétienne et de race blanche, vous dites aux gens, je ne sais pas, mais la Gaule, puisque le territoire français aujourd'hui, c'est quand même l'ancienne Gaule, la Gaule n'était pas chrétienne, judéo-chrétienne, mais bien animiste. C'était des païens, c'était des animistes. Et ils n'acceptent pas ce passé-là et ils veulent tronquer l'histoire. Donc, c'est comme ça, c'est la vie. Mais parce que la France est dans un repli identitaire. Mais le problème, c'est que c'est une croisée des chemins et que la position n'est pas tenable, sauf si nous arrivons à des extrêmes, c'est-à-dire avec des gens qui arrivent au pouvoir en France et qui décident, eh bien, que tous les non-blancs auront des droits restreints, ou que peut-être on leur demandera de quitter le pays parce qu'ils ne sont pas blancs. Vous le craignez? Tout peut arriver dans l'histoire de l'humanité. Tout peut arriver. C'est pour cela Jusqu'à que... ce stade. Est-ce que en 1933, lorsque les Juifs d'Allemagne ont vu arriver Hitler au pouvoir, devenir donc chancelier avec les pleins pouvoirs, est-ce que les Juifs imaginaient qu'il leur arriverait ce qui leur est arrivé? Ouais. Je pense pas, non. Je pense pas. Il n'y a que les plus clairvoyants qui ont compris qu'il fallait vite partir. Mais personne n'imaginait que quelques 1933, après 1941-42, les premiers camps de concentration, personne n'imaginait on aurait une tentative d'extermination dans des camps de concentration. Qui aurait pu imaginer que qu'on allait déporter autant d'Africains vers la péninsule arabique dans un premier temps, puis vers le dit Nouveau Monde, les Amériques, les Caraïbes, et puis l'océan Indien également, des millions, durant des siècles, des millions d'Africains. Qui aurait pu imaginer que la colonisation serait une telle férocité où des gens allaient se partager l'Afrique et venir faire la guerre? Lorsqu'en France, j'entends des gens nous dire il y a des aspects positifs de la colonisation. La colonisation, c'est un crime contre l'humanité. Oui. Du moment qu'un groupe humain domine un autre groupe humain, en prenant son territoire, en lui changeant son nom, en essayant de lui donner une autre religion, en lui donnant une autre langue que la langue ancestrale, c'est un crime contre l'humanité. Et on aime entendre ce discours. On a, en Afrique de l'Ouest, un sentiment anti-français qui se dégage, Claude-Iciard. Est-ce une revanche de l'histoire ou bien il ne faut pas combattre avec les mêmes armes? C'est à la fois une question très simple à laquelle je peux répondre et très complexe dans le même temps. Je pense qu'il n'y aurait pas cette virulence-là chez certains d'entre nous si la France avait, et les pouvoirs politiques, et pas seulement, avaient compris ce qui a été commis par le passé, ce qui est entretenu aujourd'hui, et les relations incestueuses entretenues, nourries et parfois naissantes même avec des élites africaines. Des élites, qu'elles soient politiques, économiques ou intellectuelles. La France-Afrique. D'ailleurs. Oui, mais moi, j'emploie pas le terme de France-Afrique comme ça. Parce que c'est un terme obsolète. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans des gens qui s'entendent entre eux. Certains s'entendent pour la grandeur de leur pays, et là, je pense aux pays européens occidentaux, et d'autres s'entendent pour que eux-mêmes, ou leur clan familial, ou leur clan ethnique, eh bien, puissent gagner de l'argent au détriment du reste de la population. On pourrait revenir sur la colonisation. Durant la colonisation, dans les armées coloniales françaises, il y avait des Africains qui combattaient d'autres Africains. Ça, personne ne veut le dire, mais c'est bien la réalité. Et c'est l'héritage des tirailleurs c'est Faidherbe le premier, la colonisation de 1830 de l'Algérie. C'est Faidherbe qui crée ces corps d'armée.
ce corps d'armée composé dits d'indigènes, comme il disait à l'époque, pour pouvoir coloniser le continent. Et donc on retrouve dans le comportement aujourd'hui encore de certains Africains qui appartiennent à ces élites, je dis bien, et pas uniquement les élites politiques, on retrouve les mêmes comportements. C'est-à-dire comment est-ce que on accepte de... C'est Félix Eboué qui disait « il faut jouer le jeu ». Félix Eboué, à son époque, peut-être, pouvait dire ça. Alors moi, je ne veux pas juger les gens. Et Félix Eboué, c'était 1943. Enfin, je n'ai pas envie de juger Félix Eboué parce qu'on est en 2023. Ce serait très facile, ce serait même trop facile. Je crois qu'il y a un moment de la vie où on avale des couleuvres. Nos aïeux ont avalé des couleuvres que nous n'avons pas avalées. Mais nous avons aussi nos combats à mener. Alors moi, je reste persuadé que cette idée de la France-Afrique, tout à l'heure vous citiez Sartre, Sartre disait, pour changer les choses, il faut parfois changer les mots. Oui. Alors, cette expression, pour moi, de France-Afrique, je la mets dans la poubelle parce qu'il y a des comportements qui sont bien plus vicieux que cela, bien plus complexes que ça entre les uns et les autres. La France-Afrique, avant, c'était la France a fait de fausses décolonisations et vous obéissez ou alors on vous chasse du pouvoir, on met quelqu'un d'autre à votre place. Mais on voit les stigmates jusqu'à maintenant. Et les stigmates jusqu'à maintenant, c'est-à-dire à quel moment nous allons sortir de l'infantilisation. Oui. À quel moment nous allons être réellement nous-mêmes? À quel moment nous allons comprendre que l'estime de soi, ce n'est pas rien? À quel moment nous allons comprendre que nos identités lacérées par ces épisodes de l'histoire que nous évoquons depuis le début de cet entretien, à quel moment on va pouvoir réparer ça, dire ça maintenant, il faut enseigner ça à nos enfants pour que nos enfants sachent. Mais aujourd'hui, nous allons créer de nouvelles sociétés. Nous allons créer un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je vais vous donner un exemple concret de notre inconscience. De notre inconscience. Comment expliquer, moi je me bats depuis près de 20 ans pour ça, oui. Comment expliquer que sur le continent où le culte des ancêtres est quelque chose de primordial, oui. Qu'il n'y ait aucun culte des ancêtres pour rendre hommage aux millions d'Africains déportés vers la péninsule arabique, vers les lieux de déportation durant l'esclavage, aucune journée officielle à la mémoire des victimes de la colonisation. Comment se fait-il qu'on oublie ces ancêtres-là? On attend que la France ait une journée de commémoration décrétant que l'esclavage est un crime contre l'humanité. On attend que les autres fassent. Et je vais vous faire une comparaison. Allez-y. Qui peut imaginer que l'Allemagne commémore, ait une journée de commémoration à la mémoire des victimes de la Shoah et qu'Israël ne commémore pas? Ouais. Personne ne peut imaginer ça. Ce serait une aberration. C'est ce que fait l'Afrique. Et cette journée officielle de commémoration à la mémoire des victimes de l'esclavage et de la colonisation, je suis en train de la mettre en place et je vais la mettre en place. Et quand est-ce que le changement de regard? Et c'est pour ça que je dis que c'est notre responsabilité. Oui, c'est ça. On n'est pas capable de ça. Oui. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Oui. Nous ne pouvons pas, on dit souvent, personne ne viendra construire l'Afrique à notre place. Oui. Personne ne viendra créer des imaginaires, nos imaginaires à notre place. Lorsque vous avez des livres scolaires qui sont imprimés par une société française, des livres scolaires, là, ce qu'on dit à nos enfants sont écrits par d'autres à l'extérieur du continent. Oui. Ce n'est pas normal. En France... Par exemple, c'est René Caillé qui a découvert Tombouctou, par exemple, pur mensonge. Mais merci. Livingstone disait que rien n'existe tant que le blanc ne l'a pas découvert. Et on est d'accord avec ça par nos comportements. Moi, et c'est pour ça qu'on parle de la découverte des Amériques. Et moi, je dis toujours, il n'y a pas de découverte des Amériques par Christophe Colomb. Il y avait des êtres humains qui étaient là. Les premiers Européens arrivaient là. En 1492, il y avait les Amérindiens qui étaient là. Exact. Mais ces faussetés-là, ces sauts d'histoire sont dans les manuels. Oui. Moi, je l'ai appris. Oui. Forcément. Mais il y a dans certains pays, alors le Sénégal est plus avancé sur ces questions-là. Mais il y a un problème qui se pose. Oui, mais problème de programme scolaire. Mais il y a un problème de programme scolaire. Et les programmes scolaires, lorsqu'ils sont écrits par d'autres, ou alors écrits même ici, mais on fait attention de ne pas froisser ceux qui ont financé les institutions de Bretton Woods. Merci. Donc, à un moment donné, lorsqu'on comprend pas, on ne comprend pas que l'on doit changer tout ça. C'est nous qui devons... Je me souviens, j'avais été attaqué par un de mes petits frères panafricanistes lorsque je suis venu à Dakar en 2018 pour le sommet organisé par la Banque mondiale sur l'éducation en Afrique. Oui.
J'avais été attaqué, mais j'étais d'ailleurs très étonné parce qu'on m'a dit mais il est en train de t'attaquer. J'ai dit mais non, c'est pas possible, il peut pas m'attaquer. Effectivement, c'était vrai. Bon, je referme cette parenthèse. Moi, je suis venu pour dire, si vous voulez financer des politiques éducatives en Afrique, très bien. Mais ce n'est pas vous qui déciderez des politiques éducatives, ni de ce qu'il y a dans les manuels scolaires, mais bien les Africains d'Afrique qui décideront. Ce sont eux qui décideront de ce qu'il y aura. Alors, et malheureusement, nos gens, parfois, ils acceptent que, parce que d'autres payent, eh bien, ce sont eux qui ont le droit d'écrire. Alors oui, je peux comprendre ça, hein, sauf qu'en ce qui nous concerne, c'est où on refuse l'argent, ou alors si vous nous donnez l'argent, c'est nous qui allons écrire nos manuels scolaires. C'est nous qui, dans 20 ans, allons pouvoir engendrer une nouvelle génération. Des gens qui seront totalement débarrassés de sentiments de complexe. Ouais. Et qui ne verront pas chaque fois qu'un... et ce que je vais dire là, mon propos n'est pas raciste du tout, hein, mais on a le sentiment lorsque un blanc arrive en Afrique, même s'il n'est rien en France, lorsqu'il arrive en Afrique, il est déjà considéré comme étant un patron. C'est un complexe d'infériorité. Mais terrible, terrible. Et c'est dévastateur. Et François Fanon en parlait depuis longtemps. Ah, bah oui. Et évidemment, peau noire, masque blanc. Oui, exactement. Et c'est terrible. C'est terrible pour nous, ça. Et c'est pour ça que je parle d'infantilisation. On s'infantilise nous-mêmes. Oui. Et je dis aux panafricanistes que vous devez aller au-delà de tout ça. Vous devez maintenant franchir le Rubicon. Vous devez arrêter de gaspiller votre énergie. La France ceci, la France cela. On sait déjà. Nous savons déjà tout. L'histoire, on doit continuer à l'enseigner aux plus jeunes. Mais maintenant, c'est que faisons-nous pour construire? Que faisons-nous pour construire? Et c'est surtout écrire notre propre histoire. Mais oui, le panafricanisme, je le dis souvent, ça gêne certains, mais c'est la réalité. Le panafricanisme n'est pas né en Afrique. Le panafricanisme est né dans la Caraïbe et en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle. Le premier congrès panafricain de l'histoire est organisé par un avocat de Trinidad, donc une île sur laquelle a été déportés des Africains pour être esclaves, une île des Caraïbes. Il a été organisé en 1900 à Londres. Le premier congrès panafricain. En 1900, les guerres coloniales ne sont pas encore terminées en Afrique. Hein. Il y a encore des résistances à la colonisation. Pourtant, le panafricanisme est là. Marcus Garvey, ouais. Un petit peu plus tard, mais c'est lui qui vient plus tard, après d'autres panafricanistes en Afrique, se nourriront de Marcus Garvey. Marcus Garvey qui n'a jamais mis les pieds sur le continent. Et il était déjà dans cette idée de panafricanisme, de retour, justement, parce qu'on souffrait sur ces terres d'esclavage. Et donc, le panafricanisme des années 50, des années 60, c'est un panafricanisme aussi, et je voudrais revenir sur le panafricanisme caribéen, c'est un panafricanisme identitaire, c'est un panafricanisme de solidarité, c'est un panafricanisme où on affirme qui on est, ouais. Mais on construit une nouvelle société. Ce panafricanisme-là, il n'avait pas besoin d'être dans la haine. La haine est un poison, ouais. C'est pas une solution. Le panafricanisme doit être notre capacité, encore une fois je le répète, à construire un monde qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est ça notre seule préoccupation. Les autres n'ont plus d'intérêt pour nous. Ils n'existent plus. Ouais. C'est pour ça que lorsqu'on parle aussi, après je parle beaucoup, je suis désolé, lorsqu'on parle par exemple de la monnaie et du franc CFA, si l'argent suffisait à changer les mentalités, ça se saurait. D'accord ? Sur les matières premières, pareil. Je dis souvent, ça gêne certains, les matières premières qui sont les nôtres sont dans nos sous-sols depuis des milliers d'années, des millions d'années. Elles deviennent des matières premières parce que d'autres, à l'extérieur, en ont trouvé l'utilité. Oui. Même si cette utilité-là détruit la planète. Il faut aussi se focaliser sur ça. Moi, je suis très écologiste, donc ça me pose aussi un problème. Mais c'est pas parce qu'on n'utilise pas, j'utilise pas les graviers de mon jardin que quelqu'un a le droit de venir prendre les graviers de mon jardin. Ça, c'est une chose. La Suisse n'a pas de matière première. La Corée du Sud n'a pas de matière première. Et regardons ce que ces pays-là sont. Oui. Donc, la vraie richesse, c'est la connaissance, la science. Armez-vous de science et de connaissance, comme disait Sharon Tadiop. Jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents. Mais c'est ça en réalité. La vraie richesse, elle est là, et donc, elle est dans l'éducation. Et d'ailleurs, quand on voit l'Afrique du Sud qui n'a pas de courant, actuellement, oui. La RDC, mais la oui. Guinée. Mais oui. Combien de pays qui ont des matières premières et qui sont dans une situation dramatique? Le Gabon, le Congo, normalement. La Guinée équatoriale. Mais la Guinée, normalement, avec les richesses de ces pays-là, ils devraient normalement enregistrer les meilleurs niveaux de vie au monde. On en revient encore à des comportements égoïstes.
l'argent pour nous et pour notre clan. Lorsque les pays occidentaux, durant les années 70, 80, effectivement, pouvaient renverser des chefs d'État facilement, mais jamais ils n'ont empêché les dirigeants d'éduquer leur population. C'est peut-être pour ça qu'à cette époque-là, en France, tout le monde disait « Ah, mais les Africains parlent mieux le français, écrivent mieux le français que les Français eux-mêmes. » Ça, c'est fini, c'est terminé. Exactement. Parlons un peu de l'actualité. L'actualité dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, surtout, c'est la question des mandats qui se posent actuellement au Sénégal. Quelle lecture de Claude Luciard sur la question du troisième mandat, troisième candidature, qu'importe l'appellation, mais en tout cas, cette question est en train de diviser les peuples et même d'enterrer la jeunesse. Votre position par rapport à cette question? Alors, je vais vous faire une réponse que personne ne fait en réalité. Laquelle? Si moi je m'attarde sur juste sur les troisièmes mandats, eh bien, je vais être dans, comment dire, dans un propos convenu, en disant « Ah, le troisième mandat, c'est pas bien. » Ok? Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Moi, je vais vous donner une autre réponse. Allez-y. Cette autre réponse, c'est que, on parlait d'infantilisation tout à l'heure, l'Afrique n'a fait que singer les pays, les anciennes puissances coloniales. C'est-à-dire? Sur les constitutions, par exemple. Comment expliquer que nos constitutions soient des constitutions calquées sur les constitutions des anciennes puissances coloniales, que ce soit pour l'Afrique anglophone ou francophone ou lusophone, hispanophone. Le Sénégal est un exemple, par exemple. Exactement. C'est-à-dire la constitution française, elle est basée sur une histoire. Elle est basée sur des résistances des peuples, sur la royauté renversée, un roi dont on coupe la tête, sur la République, et des combats, sur une Première Guerre mondiale, une Seconde Guerre mondiale, avec le droit de vote donné aux femmes en 1945 par De Gaulle. Et c'est à ce moment-là, pour moi, que la France, d'ailleurs, devient une démocratie. Pas avant. Avant, c'est pas une démocratie. Et elle est basée sur son histoire. Les constitutions des pays d'Afrique francophone sont basées sur quelle histoire? Ces constitutions-là sont basées sur quelle histoire? C'est du copier-coller. Sur l'histoire coloniale. Et donc, pourquoi je vous dis ça? 1990, sommet de la Baule. Oui, avec Mitterrand. Donc, multipartisme impose le multipartisme. Pour être financé. Exactement. Donc, tout le monde dit, bon, ben, on n'a pas le choix, on est obligé d'aller sur le multipartisme. Très bien. C'était à l'époque en France le septennat. Donc, président, 7 ans, bon, très bien. Puis, c'est passé au quinquennat. Lorsque c'est passé du septennat au quinquennat, eh bien, des pays d'Afrique ont fait la même chose. Pas tous, mais la majorité a fait la même chose, disant on passe du septennat au quinquennat. Lorsqu'il y a eu la limitation des mandats, eh bien, en Afrique, des pays sont passés à la limitation des mandats. Mais on n'est pas... Et donc là, les pays se retrouvent piégés. On n'est pas au même niveau de développement. Il y a des institutions fortes en France. On fait la comparaison avec la France, qu'on parlait de la France-Afrique tout à l'heure. Il y a des institutions fortes. Il y a un peuple qui est capable de ne pas accepter des décisions prises par les instances gouvernementales ou par un président. Mais nous ne sommes pas encore là sur le continent. Donc on a besoin de constitutions qui correspondent à l'instant T d'un pays. Et c'est-à-dire comment une constitution réellement basée sur l'histoire du pays. Mais quand je parle de l'histoire du pays, c'est-à-dire que comment, avant la colonisation, comment est-ce que la gouvernance se faisait? Nous avions des modes de gouvernance. Mais tout mandat a une limite. Hein. Mais, non, mais je vais y venir justement. Oui. On avait une façon de faire. Oui. Ces façons de faire-là, elles correspondaient à nos identités. Oui. Donc, je pense qu'on peut, mais tout en On a la charte de Mandé en 1235. Exactement. On a la révolution des Taureaux avec John Campbell en 1776. Donc, on n'a rien à... Exactement. On peut s'inspirer de ce qui nous correspond dans nos histoires, dans nos identités, et se dire, tiens, ce qu'ont fait les Occidentaux sur ce point-là, tiens, c'est intéressant. Oui. On peut mixer, on peut travailler, parce qu'on nous sommes aussi des êtres qui avons évolué, on n'est plus les mêmes, donc forcément. Donc on aurait pu faire ça. Si des gens étaient un peu malins, imaginatifs, innovants, s'ils pensaient à l'avenir du pays, ils feraient ça plutôt que de calquer des constitutions qui ne nous correspondent pas. Et c'est en cela que je dis que nous nous sommes piégés, et maintenant sur la limitation des mandats, avec une constitution qui nous ressemble, si le dirigeant ne fait pas ce qu'il a promis de faire, ce qu'il doit faire, eh bien il faut qu'il y ait des garde-fous qui puissent le destituer et permettre à d'autres, une femme ou un autre homme, d'arriver au pouvoir. Mais il faut inventer, il faut réfléchir.
Il faut pas avoir peur d'innover. Il ne faut pas avoir peur de dire mais non, moi je ne vais pas faire comme vous, je n'ai pas besoin d'un ministre de ceci, d'un ministre de la fonction publique, d'un ministre de... On singe tout. On singe tout. Il faut qu'on arrête. Et on l'a vu sur la crise Covid, c'est-à-dire ils font ça, ben nous on va faire ça. Non, il faut qu'on arrête d'être comme ça. Et peut-être régler ça une bonne fois à jamais, parce que ça fait un peu le terreau de l'instabilité. Mais totalement. Et puis surtout, lorsque vous êtes un suiveur, vous ne serez jamais numéro 1. Jamais. Et vous ne serez jamais sur la même ligne de départ. Jamais. Vous ne serez qu'un suiveur. Ouais. Il faut qu'on arrête. Ce continent regorge de talent. Ouais. Ce continent ne demande qu'une chose. Et lorsque... Je vais faire une autre comparaison. On dit, par exemple, aux États-Unis, et durant les temps de ségrégation, c'est mais les Noirs, ils sont forts pour le sport et pour la musique. Ils ne sont pas plus forts que les autres. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les seuls canaux d'expression qu'on leur a laissés. Et quand on vous laisse un canal d'expression et que vous savez que vous jouez votre vie, c'est-à-dire que votre possibilité socialement de vous élever, c'est d'être meilleur que les autres dans ce domaine-là. Ouais. Eh ben, vous vous battez 10 fois plus que les autres pour y Forcément, arriver. ouais. Si vous donnez, si le canal pour exister, c'est celui de la science, eh bien, ils vont se battre 10 fois plus pour y arriver. Et c'est pour ça que sur notre continent, on doit être capable de se dire, nous avons des intelligences, nous avons des cerveaux, nous avons des jeunes qui ont faim, qui ont soif de réussir, de gagner le monde. Ouais. Il ne faut pas que nos jeunes partent. Je vois en ce moment, en France, il y a énormément de médecins africains qui viennent parce qu'il y a une pénurie de médecins en France. Mais c'est terrible, ça. Terrible, terrible. On n'a pas besoin de médecins sur le continent. On n'a pas besoin d'hôpitaux sur le continent. Ouais. Moi, je ne comprends pas, par exemple, que moi, je sais que je ferais, si j'étais président d'un pays d'Afrique, je ferais mettre dans la Constitution, si vous briguez la fonction suprême, si vous voulez devenir ministre, vous devez vous engager à vous faire soigner dans votre pays et pas à l'étranger. On l'a vu avec la Covid. Je vous assure qu'il y aurait des hôpitaux de dernière génération, de dernier cri, immédiatement dans les pays. Il faut croire d'abord à sa Tous patrie. les gens riches et puissants vont se faire soigner à l'étranger. Beaucoup en Turquie en ce moment, mais parfois en Tunisie, au Maroc, ou évidemment aux États-Unis, en Europe. Voilà, c'est pas normal. Oui. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas les moyens, on crève. C'est ça. C'est ça le cas. Et c'est le cas. Les hôpitaux sont aux urgences. Ceux qui ont prennent l'avion pour aller se soigner ailleurs. Mais la Covid devait être un exemple, devait servir d'exemple parce que les frontières étaient fermées. Tout le monde était dans l'obligation de rester sur son territoire. Je parlais tout à l'heure de l'instabilité, surtout dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina, le Mali, Ouais. le Tchad, la Guinée. Mais c'est normal ce qui se passe. C'est normal. C'est normal parce que lorsque vous empêchez par des politiques, à la fois la responsabilité incombe aux politiciens locaux, mais aussi parfois, dans le passé, beaucoup moins maintenant, aux anciennes puissances coloniales, lorsque vous empêchez des pays d'avoir un développement qui leur est propre, d'aller vers leur destin, avec les erreurs et les réussites, eh bien, vous arrivez forcément à un moment donné à un nœud qui est tellement, tellement serré que tout peut arriver. Et bonjour les coups d'État. Et donc, ce sont des coups d'État. Non, mais c'est ça le problème. C'est que vous empêchez tellement de choses, vous empêchez que les choses se fassent de façon naturelle. Donc, le coup d'État, c'est vous savez, c'est la voiture lorsque vous êtes en sur-régime tout le temps. À un moment donné, il y a une bielle qui casse. Et vous vous arrêtez. Un coup d'État, effectivement, militaire, c'est un frein à un moment donné à un développement. Mais faut-il, parce qu'on est dans une constitution précise, et que l'on dit vouloir respecter, faut-il laisser au pouvoir des gens qui bafouent cette constitution ? Faut-il laisser au pouvoir des gens qui ne respectent pas les populations ? Et lorsque je dis ça, certains diront, Madame Claudicière est pour les coups d'État. Non, je ne suis pas pour les coups d'État. J'essaie juste de dire que le coup d'État, c'est l'épisode extrême Oui. qui ne doit pas perdurer. Mais c'est l'épisode extrême. Avez-vous peur du pouvoir kaki? Thomas Sankara a fait un coup d'État. Oui. Hein. Enfin, Oui. faut jamais oublier ça. Alpha Blondy l'a chanté, hein, celui qui arrive au pouvoir par les armes périt par les armes. C'est dans la chanson Sankara qu'il dit Avez-vous ça. peur du pouvoir kaki actuellement dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest? L'armée au pouvoir. Moi, je suis pas un militariste. J'ai jamais fait mon service militaire. J'ai tout fait pour ne pas le faire. Moi, j'ai une autre réalité française. Oui, j'ai peur parce que je ne connais pas la mentalité des militaires.
Je ne sais pas comment il fonctionne. Mais j'ai vu dans d'autres pays, j'ai vu au Nigeria, j'ai vu en Amérique du Sud, j'ai vu dans tellement de pays, j'ai vu lorsqu'en 91, en Haïti, Cédras prend le pouvoir face au président Aristide. J'ai vu ce que les militaires étaient capables de commettre. Donc je sais qu'ils ne Au sont... Ghana, par exemple. Au Ghana, alors au Ghana aussi, mais dans tellement d'autres pays. Je sais ce que les militaires sont capables de commettre parce qu'ils ne sont pas formés pour diriger un pays. Ils sont formés pour garantir l'intégrité territoriale d'un pays et la sécurité du pays. Là. C'est pour ça qu'ils sont formés. Oui. Donc voilà, une fois que je dis ça, je ne dis rien. Alors vous avez, je le vois en Guinée par exemple, Mamadi Doumbouya, lui, s'est entouré de civils. Dans son, puis il y a où de militaires d'ailleurs, mais s'est entouré de civils pour... Mais encore une fois, ce n'est pas dans la logique des choses que ce soit des militaires qui dirigent, parce que Civil. les civils ont failli, parce que c'est bien pour cela qu'ils prennent le pouvoir, parce que les civils ont failli. Et donc il y a une grande part de responsabilité des civils. Il ne faut pas juste pointer un doigt accusateur sur les militaires qui ont pris le pouvoir, mais bien pointer 2 doigts accusateurs sur les civils qui ont failli. Et la musique dans tout cela, qu'est-ce qu'elle peut faire pour décompresser un peu? Je ne sais pas si on décompresse lorsqu'on parle de musique, parce que pour moi, la musique, c'est la culture, et la culture, c'est l'identité. Oui. Et pour moi, la musique, ce n'est pas... C'est un moment de détente, c'est un moment aussi de réflexion, la musique, selon ce que nous dit évidemment la chanteuse ou le chanteur. Mais pour moi, c'est l'identité, c'est ce que nous sommes. C'est l'estime de soi. C'est regarder qui je suis face à l'autre. Lorsque, par exemple, l'Américain blanc vient avec sa country, moi, Afro-Caribéen de la Guadeloupe, je viens avec mon zouk, pas n'importe quel zouk, pas le zouk Chéri Doudou, mais avec le zouk de Cassave, voilà, qui est un zouk militant, fort d'une identité. Je viens avec mon balard, je viens avec mon bikoutsi réel, celui des têtes brûlées. Là, je parle du Cameroun. Voilà, c'est ça pour moi. Avec le mbalard. Alors j'ai cité le mbalard. Et c'est ça pour moi l'identité. C'est ça, c'est qui nous sommes. Oui. J'adore prendre l'exemple de la Jamaïque. La Jamaïque a brillé, et bien avant le sport, a brillé aux 4 coins du monde grâce au reggae. L'image de la Jamaïque, c'était l'image du reggae. D'ailleurs, des gens qui n'étaient jamais allés en Jamaïque étaient persuadés qu'en Jamaïque, il y avait des rastas partout. Ce qui n'est pas du tout vrai, d'ailleurs. Et que tout le monde fumait la ganja dans les rues. Ce qui n'est pas du tout vrai. La Jamaïque, elle brille aussi par le sport. Oui. C'est qu'une île d'anciens esclaves. Oui. C'est ça, la Jamaïque. Et elle brille par le sport et elle rivalise les Américains, les Russes, les Cubains, les Français. Enfin voilà, c'est ça la force. Et nous, on est capable de ça, à travers nos musiques. C'est pour ça que, pour moi, un ministère de la Culture, c'est probablement le ministère le plus important. Parce que le ministère de la Culture et de l'Éducation, ce sont des ministères qui vont nous permettre de nous reconstruire, d'être fiers de ce que nous sommes, de distiller une éducation performante, pertinente, pour que dans 10 ou 15 ans ou 20 ans, on ait une jeunesse extrêmement formée, extrêmement fière d'elle, et qui n'aura plus jamais de complexe, n'aura plus de complexe en tout cas, et qui va gagner le monde, qui va se mettre à inventer, à imaginer un autre monde. Moi, c'est comme ça que je vois, l'Afrique de demain. Attendu sur ce terrain, celui de la conscientisation des Oui, masses. bien sûr. Mais pour moi, la conscientisation, ce n'est pas d'écrire des chansons, des textes militants. Pour moi, c'est pas ça. C'est d'écrire une magnifique chanson. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Merci d'être plus précis. Oui. Ce n'est pas seulement ça. Une très belle chanson qui raconte le quotidien d'une mère de famille qui élève ses enfants et qui se bat. Une chanson populaire qui traite de cette thématique-là. Ben, lorsqu'un jeune de 15 ou 20 ans écoute ça, il se dit « Moi, je vois comment ma maman se bat pour moi. » Ben, c'est une petite graine dans sa tête en se disant ben, moi, plus tard aussi, je me battrai de la même façon, je serai ça. C'est une belle chanson. La chanson d'amour qui consiste juste à dire oui, chérie, je t'aime, je vais t'offrir une belle voiture, je vais t'offrir des beaux bijoux, je vais t'emmener chez Chanel, je vais t'emmener là pour t'offrir tout ce que tu veux. Pour moi, ça, c'est un avilissement. Vous n'aimez pas ça? Mais c'est un avilissement. Et pourtant, ça marche actuellement. Mais évidemment que ça marche. Tous les êtres humains à travers la planète, lorsqu'on flatte leurs plus bas instincts, ça marche toujours.
qu'on soit aux États-Unis ou que l'on soit au Sénégal. Ça marche toujours. C'est comme ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais nous sommes en train de nous construire. Oui. Donc on a besoin de gens. Moi je ne suis pas contre. C'est pour ça que je dis une chanson d'amour, une très belle chanson d'amour bien écrite, ça nous fait du bien, ça nous nourrit. C'est magnifique. Si la chanson d'amour, ce sont juste... Moi, lorsque j'écoute une chanson, je veux apprendre quelque chose. Oui. Je vais avoir le sentiment d'avoir appris quelque chose au bout des 3 minutes de la chanson ou des 2 minutes 50 de la chanson. C'est ça pour moi une chanson. Si je n'ai rien appris, si pour moi c'est juste quelque chose qui ressemble à tout ce que j'ai déjà entendu avec quelqu'un qui parle moins bien le français, le wolof ou l'anglais que moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. La personne qui écrit une chanson, c'est elle pose un acte que moi je ne peux pas faire. Que moi je ne peux pas faire. Si je regarde ITV, c'est parce que je vais apprendre quelque chose. Ouais. Je vais me nourrir de celui que j'écoute et que je regarde. Ouais. C'est ça notre métier, Ouais. en réalité. Ouais. On est là sans prétention aucune, mais d'apporter des informations. Ouais. Et ces informations-là, le téléspectateur, il aura le sentiment d'avoir appris quelque chose. Ouais. Si on a moins de culture et moins de choses à dire que celles et ceux qui nous regardent, autant rester chez nous et laisser d'autres gens prendre nos places. En tout cas, merci pour ces chants, Claudie. Merci pour ces chants. Bah, des chants militants, mes chants, ils sont Mais qui militants. résistent autant même, ces chants. Ouais, moi je suis toujours étonné lorsque la dernière fois que j'ai enregistré un album, c'était en 2000. On est en 2023. Ouais. Les gens me disent ah cette chanson-là, ma dignité ne sera jamais souillée. Lorsque les gens me disent cette chanson-là, elle m'a bercé, moi ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup, vraiment. Et vraiment. merci pour tout ce que vous faites, ça nous touche beaucoup également. Merci infiniment. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci. C'est un plaisir. Merci également à Augustin, Serine Salioudem et Kobor. Hein. La noblesse anodine, vous ne les voyez pas, mais grâce à eux, nous avons réalisé cet entretien ici. Merci également à Claudie Siard. Merci à Annabelle. C'est important. Oui. Important. C'est la famille. Le monde même appartient pas au métissage, mais au féminin. Merci également, chers téléspectateurs d'ITV. C'était Claudie Siard dans Belle Ligne. Continuez de suivre les programmes d'ITV.